C'est l'heure tout de suite de notre second débat dans ce sens public. Vous savez, il est volontairement décalé de l'actualité du jour. Alors, ce soir, je pourrais plutôt dire qu'il est d'actualité lors de chaque élection présidentielle, puisqu'on va parler des parrainages, 500 signatures d'élus pour pouvoir concourir. Faut-il réformer ce système très français avant de confronter les arguments de mes invités? Les détails, les explications de Flora Sauvage. C'est le sésame pour être candidat à la présidentielle. Il faut rassembler 500 signatures d'élus réparties sur au moins 30 départements différents. Mais une loi de 2016 a supprimé l'anonymat des parrainages, une transparence que dénoncent certains candidats. Il y a eu une perversion de la loi originelle par François Hollande dans le mandat précédent en rendant publics les noms des maires. C'est un scandale démocratique. À 7 semaines de la date limite de dépôt des parrainages auprès du Conseil constitutionnel, Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, tire à boulet rouge sur le système actuel. Plutôt que de rendre les parrainages anonymes, ce qui ne changerait rien sur le plan démocratique, mais éviterait précisément que certains utilisent les parrainages pour faire pression sur les uns ou sur les autres, eh bien, les gouvernements successifs laissent filer. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, a sollicité Gérard Larcher pour que le président du Sénat rappelle la règle aux élus. Le parrainage ne signifie pas le soutien. Nous pouvons à très court terme aussi faciliter tout ça en rétablissant l'anonymat des parrainages. Mais le gouvernement estime qu'il est trop tard pour changer les règles. Il y a des règles du jeu. On ne change pas les règles du jeu, me semble-t-il, à quelques jours du match. À chaque fois, on nous dit qu'ils n'auront pas leur signature. C'est une façon de faire parler de soi, sans doute, ou de montrer parfois un peu de persécution. Pour rappel, à la dernière présidentielle, la fin de l'anonymat des parrainages n'avait pas entraîné une chute drastique du nombre de signatures, ni même de candidats. Ce système est-il à bout de souffle? Voilà le thème, le titre de notre débat. J'accueille Patrick Kanner, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénateur du Nord, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Anne-Charlène Bézina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence en droit public. Benjamin Morel, bonsoir. Maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon. Assas, j'accueille également avec nous en duplex, en visioconférence, Sébastien Chenu, qui est député RN du Nord, Rassemblement National, porte-parole de Marine Le Pen. Et bonsoir à vous. Et Jean-Jacques Urvoas, bonsoir, ancien garde des Sceaux. Vous êtes à l'origine de la loi du 25 avril 2016 qui a mis fin à l'anonymat des parrainages, ce qui n'est pas exactement, d'ailleurs, on détaillera tout ça tout à l'heure. C'est plus subtil que ça. Mathieu Croissando est toujours à mes côtés, évidemment. Faut-il réformer, je veux bien avoir votre point de vue aux uns et aux autres, le système actuel? Patrick Kanner. Pourquoi pas? J'ai lu avec attention la tribune de mon ancien collègue au gouvernement, Jean-Jacques Urvoas, que je salue particulièrement. Je dis pourquoi pas, parce que finalement, même si la loi est dure, c'est la loi, il faut l'appliquer. Mais au regard de l'évolution des demandes, au regard de l'évolution de la société, on pourrait imaginer un système mixte, j'y reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez, que nous avons déjà porté, le groupe socialiste que j'ai l'honneur de présider au Sénat, dans le cadre d'une loi organique, avait déposé un amendement pour imaginer un système mixte. Et on le détaillera tout à l'heure. Anne-Charlène Bézina, qu'est-ce que vous en pensez? Réforme indispensable, réforme... Pourquoi pas, moi je proposerais le pourquoi d'autre. C'est ça la vraie question. C'est si on réforme, il faut réformer pour quelque chose de mieux. Et à l'heure actuelle, est-ce que ce système des parrainages est vraiment à bout de souffle? Est-ce qu'il a montré ses limites? Alors c'est vrai que politiquement, on entend beaucoup de récusations en disant qu'il y a donc une forme de pression qui s'exerce et finalement une inadéquation avec le mouvement démocratique. Mais c'est pas toujours certain que ça soit complètement avéré parce que, en effet, il faut le dire, c'est pas du tout la première élection où on entend parler de ça. Ça existe depuis 62. Depuis 88, depuis 81, on a des candidats qui nous disent on n'y arrive pas et qui finalement y arrivent. Donc, est-ce que ça n'est pas aussi un petit peu une partie du jeu de dire, eh bien, on va se présenter devant les élus, on va essayer d'obtenir leur assentiment finalement, et rappelons aussi que le parrainage n'est pas un soutien, simplement juste une démonstration de sérieux. Donc, on a besoin de ce filtre. Quel autre filtre peut-on trouver? C'est vraiment ça la grande question, je pense. Benjamin Morel, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il est encore adapté à notre société 2022, ceci? C'est pas une affaire de société. Je dirais qu'il y a un anachronisme par rapport à l'état politique du pays au moment où il a été inventé. L'idée de ce filtre, en réalité, c'est d'éviter des candidatures extrêmement minoritaires, ubuesques, etc. Or, dans les années 60, c'est assez facile parce que un candidat qui veut réellement arriver au pouvoir, qui a une chance d'arriver au pouvoir, fait généralement partie d'un grand parti politique qui a un ancrage local et donc pour qui c'est une formalité. Aujourd'hui, si vous prenez les candidats les mieux placés dans cette élection, Valérie Pécresse a en effet un parti bien implanté, mais sinon Emmanuel Macron, Éric Zemmour,
Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, tous ont des difficultés parce que les partis ne sont pas implantés. Vous avez une différence aujourd'hui entre champ politique, évidemment pas Anne Hidalgo, entre le champ politique national d'un côté et le champ politique local, aujourd'hui vous avez une vraie différence. Et donc ça crée des tensions. Par ailleurs, l'argument de dire tout le monde y est arrivé jusqu'à présent m'apparaît assez dangereux pour deux raisons. D'abord parce que c'est passé près pour par exemple Jean-Marie Le Pen en 2002. Ensuite, l'argent que vous mettez en tant que candidat pour aller chercher les signatures, pour aller démarcher les maires, le temps que vos militants mettent, c'est du temps et de l'argent que vous ne mettez pas dans la campagne. Et donc ça crée un handicap de base pour certains partis, pour certains candidats qui ne se justifient par aucun impératif. On y reviendra évidemment. Mathieu Croissando, vous pensez que l'anonymat c'est un faux débat? Pourquoi? Oui, parce que c'est quand même très étonnant qu'à un moment où l'ère de la transparence règne, où on demande des comptes aux élus sur la façon dont ils prennent leurs décisions, sur leur patrimoine, sur leur train de vie, parfois même sur leur chambre à coucher, et ben voilà un sujet où on leur demanderait pas de compte, alors qu'il s'agit de l'élection principale de notre pays, celle à la magistrature suprême, et que les parrainages pourraient être accordés par des élus anonymes. Moi, ça me paraît aberrant. On nous dit que la loi aurait changé. Alors on y reviendra avec Jean-Jacques Urvoas certainement, ce qui est à la fois vrai et faux, parce que le Conseil constitutionnel auparavant tirait au sort. Oui, publiait les noms, mais tirait au sort. De 500 noms tirés au sort. Mais quand vous étiez un petit candidat, c'était la quasi-intégralité de vos noms qui étaient publiés. On nous dit que certains candidats auraient du mal à récolter leur parrainage parce que les élus n'osent pas s'afficher avec eux. Mais alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ces maires auraient honte vis-à-vis de leurs électeurs d'afficher leur soutien pour tel ou tel candidat. Peut-être que les 10 candidats seraient mieux inspirés de se mettre à réfléchir sur ce qui peut faire honte à ces élus dans leurs discours, dans leurs idées, dans leurs propositions, dans leur comportement, à ce point pour que des élus refusent de les parrainer. Et comme par hasard, on remarque que ceux qui ont souvent le plus de soucis sont les candidats les plus extrêmes, qui ne tiennent pas des discours majoritaires ou consensuels, bien évidemment, mais des discours les plus radicaux ou les plus anti-système. Certains candidats dénoncent aussi un système verrouillé pour faire barrage aux candidats anti-système. C'est la formule qu'on trouve souvent. On en parlait. Moi, je considère que ça n'a jamais empêché des candidats anti-système de se présenter. Prenez Lutte ouvrière, des trotskistes, ils sont là depuis des scrutins. Prenez le NPA, nouveau parti anticapitaliste, trotskiste aussi, ils sont là depuis très très longtemps. On nous dit que ces parrainages feraient la part belle aux partis qui sont implantés. Ça, c'est vrai. Mais enfin, qu'est-ce qui empêche les autres de s'implanter ? Qu'est-ce qu'empêche Jean-Luc Mélenchon et sa France Insoumise, au lieu d'enjamber les scrutins intermédiaires et régionaux et locaux, aux élections intermédiaires? J'entends bien, mais quand un parti de lui-même décide d'enjamber les élections intermédiaires en disant que la seule qui compte au fond c'est la présidentielle, eh ben ça pose aussi question. Qui les empêche de tisser patiemment un réseau d'élus locaux? Le problème, c'est que souvent dans les scrutins locaux, vous êtes obligé de vous allier. Or, c'est souvent des formations politiques qui refusent par nature l'alliance, puisqu'elles sont radicales, anti-système, et qu'elles veulent retourner la table. Enfin, ce système qu'on dit si verrouillé n'a jamais empêché de petits candidats opiniâtres, parfois sans parti, d'y arriver. On peut citer Jean Lassalle, la dernière, François Asselineau, je pense à Jacques Cheminade. Si Jacques Cheminade y arrive, qu'est-ce qui ferait que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon n'y arriveraient pas? Le problème, c'est que Jacques Cheminade, c'est vrai, il a ratissé, il a tiré les sonnettes, il est allé voir les élus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 5 ans? Je vais vous redonner la parole. Je voudrais entendre Sébastien Chenu tout de suite, parce que finalement, d'une certaine façon, Sébastien Chenu, Mathieu Croissando dit balayez un peu devant votre porte, quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais qu'il y ait un filtre, d'abord pour l'élection présidentielle, ça semble tout à fait normal, et je crois que la philosophie qui a présidé à cette idée a du sens. Ça évite des candidats dits folkloriques, c'était pour ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je pense que d'ailleurs Mathieu Croissando fait une erreur terrible de lecture. Ça montre qu'il ne connaît pas le terrain, qu'il n'est jamais allé chercher des parrainages, parce que moi j'y suis allé encore cette semaine. Les maires ne vous disent pas qu'ils ont honte de parrainer un candidat et que leurs habitants vont les mettre à l'amende, notamment dans des communes où, par exemple, moi je vois Marine Le Pen parfois fait 60% dans des petites communes rurales. Le maire me dit mais moi tout le conseil municipal vote Marine Le Pen. C'est pas ça. C'est le président de l'agglo qui fait partie de ce système et qui est très politisé et qui lui fait comprendre, et on est en ce moment dans des périodes budgétaires, qui lui dit, grosso modo, si vous aventurez à parrainer des candidats qui n'ont pas mes options politiques, qui peuvent faire de l'ombre aux miens, eh bien, attention, on va décaler d'une année peut-être la subvention pour votre équipement. Donc, je veux dire, ça, c'est de la réalité. Les maires vous le disent. Alors, bien sûr, ils ne le disent pas publiquement. Ils ont suffisamment d'ennuis pour ne pas en plus en avoir avec leur président d'agglo. Mais ils vous le disent, moi j'ai des maires qui m'ont dit très concrètement, si ce n'était pas anonyme, je vous donnerais mon parrainage, ça ne me poserait aucun problème. Pardon de vous interrompre, mais est-ce que vous avez des preuves, des noms à nous donner d'élus qui ont subi ces pressions? Parce que c'est un discours que vous portez, que Marine Le Pen porte également, mais voilà, on aimerait bien pouvoir vérifier tout ça.
Non mais d'abord, on n'est pas dans un tribunal. Je n'ai pas de preuves à vous apporter. Je fais mon travail de journaliste. Il ne faut pas être complètement naïf. Enfin, je veux dire, tous les gens qui sont autour de cette table sont ou des observateurs ou des acteurs de la vie politique. Et ils savent comment ça se passe. Personne n'est naïf. Vous avez des présidents d'agglo. Je ne dis pas tous. Il y a des gens qui se comportent bien dans la vie. Ce n'est pas le problème. Mais il y a des présidents d'agglo. Et c'est valable de tous les côtés qui font pression sur des candidats. Si tu parraines un candidat de gauche qui est en train de faire de l'ombre au mien et qui va empêcher la qualification du mien, si tu parraines Le Pen, si tu parraines Mélenchon, etc., écoute, tu vas semer la zizanie, tu vas politiser l'agglo, parce qu'il y a aussi des agglos dans lesquels on dit ici on fait pas de politique, s'il te plaît. Enfin, tout ça, c'est la réalité. C'est pas un fantasme. Et puis vous avez des maires qui vous disent, écoutez, nous on a suffisamment d'ennuis, on ne veut plus parrainer personne. C'est encore un autre versant. Bon. Là, on sort de, j'allais dire, la sensibilité politique. On ne veut plus parrainer personne parce que notre nom est affiché. On est insulté, on est traîné dans la boue sur les réseaux sociaux, on a suffisamment d'ennuis, trouvez une autre solution, mais nous, on ne veut plus parrainer personne. Or, le parrainage des maires, c'est une prérogative finalement qu'on donne aux maires. C'est pas un pouvoir, c'est une responsabilité finalement supplémentaire. Et certains maires ne veulent plus assumer cette responsabilité. Bien entendu, je vais vous redonner la parole. Évidemment, vous êtes avec nous pour toute la durée du débat, Sébastien Chenu, mais je voudrais maintenant entendre Jean-Jacques Urvoas qui ne s'est pas encore exprimé. Je rappelle que vous êtes à l'origine de cette loi 25 avril 2016, alors qui ne met pas fin fondamentalement à l'anonymat des parrainages, mais qui transforme le système. Expliquez-nous ce que vous avez voulu faire. Non, il y a plusieurs choses qui ont déjà été dites qui sont assez justes, mais ça a au moins un mérite, c'est que ça nous fait rajeunir. Parce que la question de la publicité, elle n'existait pas il y a 5 ans, elle n'existait pas il y a 10 ans, elle n'existait pas il y a 15 ans, et il y avait exactement la même séquence de candidats qui se présentaient comme étant des victimes. Je me souviens par exemple qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen s'était mis en situation téléphonant à des maires pour obtenir des parrainages. Et à l'époque, ce n'était pas la question de la publicité, c'est-à-dire le parrainage est inaccessible. Et vous avez très justement rappelé que depuis qu'il en existe 500, c'est-à-dire depuis 1976, aucun candidat n'a jamais eu de difficulté à franchir la barre. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, il suffit de regarder ce que le Conseil constitutionnel publie tous les 5 ans quand il publie la liste des parrainages reçus. Si vous prenez celle de 2017, au-delà des 11 qui ont été qualifiés, les autres étaient extrêmement éloignés, c'est-à-dire personne n'est vraiment à la marge. Celle qui arrivait juste derrière, c'était Ramayad, qui avait 383 signatures, et Alain Juppé, qui n'était pas candidat et qui en avait obtenu 313. Et mon ancien collègue Patrick Caner avait même obtenu une signature, alors qu'à ma connaissance, il n'était pas non plus candidat. Donc qu'est-ce que nous avons Je confirme, mais finalement, avec ce succès-là, peut-être que j'aurais pu aller plus loin, mais bon... Méfiez-vous, il y a déjà suffisamment de candidats à gauche. Pour être honnête, François Hollande en avait obtenu 7, donc il y avait un peu plus d'avance. Mais qu'est-ce que nous avons voulu faire avec cette loi, qui était d'ailleurs effectivement une proposition de loi que j'avais écrite et soutenue par le groupe socialiste? Eh bien, tout simplement, nous avons voulu répondre au Conseil constitutionnel, qui depuis 1974, élection après élection, demandait à ce que le législateur organique garantisse la publicité. Parce que lui, ce qu'il avait comme obligation, c'était de publier 500 signatures, donc il tirait au sort, et il avait pris sous son autorité de publier dans les locaux du Conseil constitutionnel la liste de tous les autres afin de respecter le principe d'égalité. Je conclus en vous posant cette question. Est-ce qu'il faut changer la règle du jeu? La question, c'est pourquoi faire? Est-ce que l'on peut considérer, comme en 1974, qu'il faut changer la règle parce qu'il y a trop de candidats? Ou est-ce qu'il faut la changer parce qu'il n'y a pas assez de candidats? De mon point de vue, il y a trop de candidats. Et donc, il faudrait changer la règle, mais pour rehausser la barre, comme d'ailleurs d'autres membres du Conseil constitutionnel l'avaient déjà proposé. Alors justement, on va se projeter dans des pistes de réforme, et je propose à Audrey Bettas de nous rejoindre de nouveau, puisque Audrey, l'an dernier, le Sénat avait anticipé d'une certaine façon cette question des parrainages. Oui, c'était en début d'année dernière, au moment de l'examen d'un projet de loi organique sur l'élection présidentielle. Le groupe socialiste, votre groupe, Monsieur Caner, avait déposé un amendement pour réduire à 250 au lieu de 500 le nombre de parrainages d'élus. Il envisageait de remplacer ces 250 signatures d'élus, en moins donc, par 150 000 signatures de citoyens, un chiffre ni négligeable ni limitatif d'après les rédacteurs de l'amendement. Alors l'objectif, c'était de rapprocher les citoyens à la politique. Et je vous propose d'écouter Éric Kerrouche, le sénateur PS des Landes, à ce sujet.
Il nous semble que le système actuel est de moins en moins légitime aux yeux des citoyens qui sont écartés de cette phase de préqualification au profit d'élus qui eux-mêmes subissent un peu trop la pression de cette compétition. De ce fait, il nous paraît justifié que les citoyens puissent être amenés à participer à cette préphase de sélection. Alors ce système mixte rappelle une proposition de la commission Jospin en 2012 qui avait pour but d'améliorer la vie politique en France. L'une des mesures phares, c'était de supprimer totalement les 500 signatures d'élus et de les remplacer par 150 signatures de citoyens vérifiés par des préfets. 150 000 150 000, pardon. Signatures de citoyens, 150 c'est très peu. Oui. Vérifiées par les préfets. L'idée n'a jamais vu le jour et au Sénat, la proposition de votre groupe n'a pas non plus été retenue. Alors l'un des motifs, c'était qu'il est trop facile de frauder en envoyant un soutien sur papier libre, par exemple. Merci Audrey Vettas pour ces explications. Benjamin Morel, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, ce panachage en quelque sorte? Moi, j'y suis fondamentalement favorable. C'est-à-dire qu'il faut se remettre encore une fois dans l'esprit du constituant. L'objectif, c'était quoi à l'origine? L'objectif, c'était d'éviter les petites candidatures qui ne représentaient pas grand-chose. Et en effet, on est le seul pays du monde où, tous les 5 ans, on peut trancher entre les trotskistes-lambertistes et les trotskistes-pablistes. C'est merveilleux. Oui. Mais ces candidats qui ne font peur à personne, en réalité, ils ont beaucoup moins de mal à trouver leur signature. Le vrai problème, c'est pas le nombre de candidats. On a 2 faux débats. Le premier faux débat, c'est sur la publicité des signatures. Là, en effet, la loi ne change pas grand-chose. Le deuxième faux débat, c'est y a-t-il trop de candidatures? Non, il n'y a pas trop de candidatures. Et quand il y a 16 candidats en 2002, pour vous, il n'y a pas trop de candidats? Le problème, pendant que vous parlez, on va voir les chiffres du nombre de candidats sur les dernières présidentielles. Le problème, ce n'est pas le nombre des candidatures. Ouais. Le problème, c'est la représentativité des candidatures. Ouais. Pour moi, il faut un système de panachage. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en réalité, si vous faites totalement sauter le nombre de signatures d'élus, vous risquez d'avoir des candidatures, on va dire, de fan club, etc. Vous trouvez une star de la télé et puis tout d'un coup, vous trouvez 150 000 personnes. C'est pas difficile. Donc, on peut envisager d'avoir 100, 250 signatures de maire, quelque chose d'accessible à tout candidat un peu important. Mais le nombre de signatures de citoyens est également extrêmement important. D'abord parce que ça ouvre beaucoup plus pour des candidatures réellement représentatives, mais également parce que ça limite justement des micro-candidatures. Aujourd'hui, quand vous êtes un candidat d'une toute petite formation qui va faire 0,00 quelque chose %, mais que vous avez un réseau de maire, vous pouvez vous présenter. Avoir 150 000 citoyens, ce serait beaucoup plus compliqué. Avoir un panachage, ça permettrait d'avoir peut-être moins de candidatures, mais des candidatures beaucoup plus représentatives. Et derrière le moins de candidatures et plus représentatives, vous avez également une organisation du débat public par la suite qui est beaucoup plus cohérente, beaucoup plus claire et qui permet de repenser par exemple le temps de parole. L'argument de la fraude que rappelait Audrey, il tient pas pour vous? Non, je vais vous donner un exemple très concret sur le référendum d'initiative partagée que nous avons porté contre la privatisation des aéroports de Paris. Le système qui avait été mis en place par le ministère de l'Intérieur pour recevoir les signatures nécessaires à la mise en œuvre, on en a obtenu quand même 1 200 000, il en fallait 4,7 millions, c'était beaucoup, mais 1 200 000 signatures, c'est quand même pas négligeable, et totalement contrôlé, totalement transparent, avec une vérification par le Conseil constitutionnel. Donc, les moyens techniques aujourd'hui, et heureusement, sont là pour ce faire. Et nous avons soutenu ce mixte potentiel. D'ailleurs, vous remarquerez que Jean-Jacques Urvoas est socialiste, je suis socialiste, Éric Kerrouche est socialiste. Ça vous montre que nous ne sommes pas arc-boutés sur des choses du passé. On essaie de faire évoluer la démocratie. La démocratie représentative aujourd'hui a besoin aussi d'une dose de démocratie participative. La société a changé et la proposition d'avoir 250 signatures d'élus, pas que des maires. Dans les 42 000 signatures potentielles, il y a des maires, mais aussi des départementaux, des régionaux, des élus vraiment de différentes responsabilités. Et les signatures des citoyens, c'est l'occasion finalement de mettre une patte démocratique complémentaire, non pas en substitution, mais complémentaire. Donc ce mixte, qui d'ailleurs était aussi proposé par David Lisnard, le président des maires de France, me paraît être une évolution souhaitable qui réglerait l'ensemble des difficultés qui ont été évoquées. Donc oui à ce mélange permettant finalement une meilleure reconnaissance des candidats. Anne-Charlotte Bézina, donc vous dites oui, mais pour faire quoi? Est-ce que par exemple votre objectif c'est qu'il y ait moins de candidats ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'on est dans une bonne
dans un bon équilibre aujourd'hui? Alors, il faut savoir quand même qu'en France, on a de toute façon ce système très particulier d'avoir un président dans un régime parlementaire qui fait que de toute façon, tous les points de comparaison qu'on va prendre avec le système polonais, portugais, etc., n'ont aucune commune mesure. Donc, de toute façon, c'est très difficile de comparer la France avec un autre régime. Mais je crois quand même qu'en termes de panel de représentativité du nombre de petits candidats, on est vraiment pas mal lotis. Et après, je ne suis pas totalement sûre que ce soit un faux débat non plus, le nombre de candidats. Parce que, vous le disiez, à propos du temps de parole, on le dissipe quand même beaucoup quand on a affaire à beaucoup de candidats. Et est-ce que, en termes de sincérité et de clarté du débat parlementaire, qui sont nos seuls, finalement, et du débat électoral, qui sont nos seuls impératifs constitutionnels, est-ce qu'on est vraiment dans les clous quand on en a autant? Et est-ce que la question de la représentativité, justement, c'est pas aussi celle du poids? Et moi, je crois que le poids dans la localité, là, en ce moment, on lui fait dire de fausses choses. Alors, moi, ce panachage, je pense qu'il peut être tout à fait réalisable. Après, l'exemple du référendum d'initiative partagée était quand même sur un laps de temps bien plus long que ce que nous avons pour les élections présidentielles. Je pense notamment à la primaire qui est en cours. Là, en termes de délai, on serait très très juste pour arriver à obtenir les parrainages citoyens et pour arriver à contrôler cela dignement auprès du Conseil. Donc, il y a des questions d'organisation, à mon avis, et la question de la représentativité, moi, je ne suis pas sûre que les élus locaux ne puissent pas aussi jouer leur rôle à ce niveau-là. Alors, vous parliez, avec raison, de la déconnexion du local et de l'homme qui rencontre le peuple, qui fait finalement toute l'originalité de cette présidentielle. Mais c'est ensuite des choses qu'on va reprocher à ces candidats. Je pense notamment à Emmanuel Macron, qui a réussi à émerger difficilement avec les 500 parrainages, mais après on lui a dit mais finalement son parti n'a aucune attache locale et il n'a remporté aucune élection intermédiaire. Donc est-ce qu'on peut vraiment être cet homme qui rencontre le peuple et ne pas ensuite subir cette critique d'avoir un manque d'ancrage local? Donc l'ancrage local, est-ce qu'à un moment donné il ne va pas devenir nécessaire? Et bon, moi je ne sais pas si ça n'est pas reculer pour mieux sauter finalement sur cette question. Sébastien Chenu, vous en êtes où? Vous approchez des 500, vous êtes à quoi, 450, c'est ça à peu près? Je crois, au moment où je vous parle, qu'on est entre 400 et 450, donc les choses ne sont pas faites. Moi, je rejoins assez Benjamin Morel lorsqu'il dit que la question, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas à la loi de fixer le nombre de candidats aux élections présidentielles, s'il y en a 9 ou 15. Et d'ailleurs, finalement, on s'aperçoit qu'il y a eu depuis 20 ans, grosso modo, une grosse dizaine de candidats à l'élection présidentielle. Et je pense qu'il y en aura au final une grosse dizaine. La question qu'on peut se poser, c'est effectivement celle de la représentativité. Est-ce qu'il est normal que des candidats qui sont à la tête de mouvements politiques qui présentent des candidats à toutes les élections intermédiaires, les régionales, les départementales, les législatives, les européennes, les sénatoriales, rament à ce point pour pouvoir être présents à l'élection présidentielle. C'est valable, par exemple, pour M. Mélenchon et pour Mme Le Pen. On voit bien, ce sont des acteurs majeurs de la vie politique. Ils ne plaisent pas à tout le monde, c'est sûr, mais enfin, ce sont des acteurs majeurs, ils rassemblent des millions de voix. Et de l'autre côté, il y a des candidats, je pense à la candidature la dernière fois d'Emmanuel Macron ou à celle d'Éric Zemmour aujourd'hui, qui ne sont pas effectivement des candidats qui ont été habitués des scrutins intermédiaires, mais qui représentent à un moment donné dans l'opinion quelque chose, un courant de pensée, une sensibilité. Et là aussi, on pourrait se dire, c'est pas normal qu'ils soient privés de l'élection présidentielle. Donc il faut trouver un système. Moi, je suis très ouvert à l'idée que ce système puisse s'appuyer sur des parrainages de Français, des signatures de Français. On pourrait aussi imaginer que les maires puissent avoir deux options. Je crois que David Lisnard avait réfléchi aussi à ça, c'est-à-dire un parrainage dit républicain et démocratique. Je parraine parce que c'est mon boulot de maire de parrainer un candidat. Et puis, une autre case qui sera un parrainage de soutien et de cœur. Je le fais parce que je soutiens un candidat. On pourrait imaginer plusieurs options, mais en tous les cas, je pense que c'est une démocratie mature qui s'honorerait de réfléchir à cela et de faire évoluer ce système. Il n'y a pas de loi. La loi, elle est faite finalement pour protéger ceux qui ont le plus de difficultés, les plus petits. Et aujourd'hui, ceux qui ont le plus de difficultés, entre parenthèses, les plus petits, ce sont ceux qui ont des partis politiques qui ont le moins d'élus locaux sur le terrain, qui se retrouvent pénalisés alors que parfois, ils ont plus de voix lors des élections. Alors Valérie Pécresse affirmait, c'était lundi dernier sur France Info, que Éric Zemmour doit pouvoir se présenter. La veille, Anne Hidalgo, elle n'était pas tout à fait du même avis. On écoute la candidate socialiste. La loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer. Vous pensez que ce ne serait pas un manque pour la démocratie? Ah non, vraiment que des gens pas. qui représentent, eux, 13, 14% et 18, soient pas. La démocratie, elle est définie avant les sondages par la loi. Et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer. Tant pis pour eux. Et la loi, c'est la démocratie. Tant pis pour eux. Ah oui, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires.
Patrick Caner, vous êtes d'accord? Duralex et de l'ex. Ouais. Je n'aurais peut-être pas dit les mêmes choses, en tout cas sur la même tonalité, mais je ne suis pas candidat de la présidence de la République. Je n'ai eu qu'un seul parrainage en 2017, donc je reste à ma place. Et je puis vous dire que quand mon collègue parlementaire Sébastien Chenu dit 450 grosso modo, il vaut mieux en avoir en promesse de parrainage 600 ou 700 pour être sûr d'en avoir 500 au bout du bout, parce que la période entre guillemets entre les promesses de dons et les dons, c'est comme le Téléthon, il peut y avoir un décalage entre début février et début mars. Donc pour ce qui nous concerne, je vous rassure, nous avons non seulement le nombre, mais bien plus pour pouvoir faire face à cela. Non, je crois que aujourd'hui, si la loi... Mais dans ce que dit Anne Hidalgo, c'est quand même un peu gênant qu'elle dise tant pis pour eux, alors qu'effectivement, on parle de candidats qui représentent, en tout cas dans les sondages, une large part de l'opinion. Anne Hidalgo est candidate, elle rappelle qu'il y a une loi. Dans ce cadre-là, il faut respecter les conditions de la loi actuelle. M. Darmanin a dit très justement, on ne peut pas changer la loi maintenant. D'ailleurs, depuis plusieurs années, ce gouvernement refuse de changer le code électoral, y compris sur les modalités de la votation. Ce que je regrette parce qu'on arrive encore une fois devant un mur avec la crise sanitaire qui est toujours malheureusement présente. Donc, Anne Hidalgo rappelle les règles. Elle a, ce matelas potentiellement de signatures, c'est un constat. Elle n'empêche pas les autres de l'avoir, mais elle dit, débrouillez-vous les amis, chacun doit faire preuve de conviction. Elle empêche un petit peu, parce qu'en réalité, où sont les barrages pour les maires? Il y a deux barrages. D'abord, un barrage politique. Quand vous êtes un maire, incarné dans un parti politique, le parti généralement vous dit, tu ne donneras pas ta candidature à un autre candidat que moi. Et donc, vous avez des candidats qui partent avec 5000 signatures. D'autres qui, ont des difficultés. Si vous allez voir un maire, LR, etc., il vous dira « Oui, mais le parti m'a dit non ». Première complexité. Deuxième complexité qui a été évoquée, mais qui est importante. Si vous êtes dans une interco, si vous êtes dans une agglo, même la région, le département, on va vous dire, et là on a des communautés, même si vous êtes non inscrits, qui sont politiques, on va vous dire « Oui, mais en réalité, tu ne vas pas donner ton parrainage, ça va être compliqué ». Donc ça, c'est un barrage problématique. Ensuite, il y a une question d'égalité, encore une fois. Ça demande beaucoup d'énergie à certains partis d'aller chercher les signatures. Est-ce que vous accepteriez de faire un sprint avec un boulet au pied en disant tout est égal? C'est ce qui se passe. En revanche, Anne Hidalgo, elle fait le sprint pour le coup, mais avec un réacteur derrière. Et donc à partir de là, évidemment que c'est beaucoup plus facile. Si vous n'avez pas ce problème des parrainages, vous partez avec une petite longueur d'avance. Ça ne fait pas tout, mais ça fait quelque chose en termes financiers, en termes d'énergie. Je pense que justement, le grand mal qu'on peut pointer, c'est celui de cette idée de marchandage ou cette idée de pression de l'un vers l'autre. Ceux qui ne jouent pas le jeu, finalement, c'est ni le législateur, ni le Conseil constitutionnel, ni la question de la publicité ou des petits ou des grands partis, c'est les partis eux-mêmes. Puisque je suis assez contre, d'ailleurs, cette idée proposée par David Lisnard qu'on puisse avoir un parrainage affectif et un parrainage républicain, parce que le parrainage est censé être républicain par essence. Donc, c'est vraiment mal comprendre sa nature que de séparer les deux. Donc, il faut faire attention à ça. Les partis politiques doivent dire qu'il n'y a aucun enjeu, aucune association aux dotations. On est dans un contexte drastique de diminution des ressources locales. Il faut évidemment rappeler que le jeu démocratique, c'est avant tout de se dire que le meilleur gagne. Et c'est quelque chose que les partis politiques ont aujourd'hui beaucoup de mal à rappeler. C'est eux. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur finalement ce que ça coûte en temps et en argent aux candidats qui ont du mal à regrouper les parrainages. Jean-Jacques Urvoas, c'est quand même une prime, effectivement, aux partis de gouvernement historiques. Mais écoutez, regardons la réalité des chiffres, parce que moi j'entends beaucoup de gens qui se plaignent. Mais tout le monde aura ses signatures, tout simplement parce que tout le monde a toujours eu ses signatures. Et moi je trouve qu'effectivement, quand vous avez sur les 3 dernières élections 33 candidats, dont 15 au final n'obtiennent que moins de 2% des voix, franchement, Guy Carcassonne, dans une configuration identique, parlait de pullulement de présence marginale. Je crois qu'il avait raison. Ensuite, les 47 000 signatures, parce que je lis partout qu'il y aurait 42 000 parrains. Le Conseil constitutionnel, en 2017, a annoncé 47 000 signatures, potentielles. Bon, dans ces 47 000 signatures, il y en a 57% qui sont issus de maires de moins de 1000 habitants. Que l'on n'arrive pas à convaincre 1,06% de ce corps électoral ne me paraît pas annoncer un gros succès dans la compétition décisive. Donc moi, je ne suis pas choqué qu'on ait des efforts à faire. Après tout, les candidats qui sont devant les électeurs pour la présidentielle, rien ne leur empêchait d'avoir des candidats aux élections municipales, aux élections départementales, aux élections... C'est pas un décret divin qui a privé ces candidats d'élus locaux en capacité d'appuyer leur candidature au moment décisif.
Sébastien Chenu, votre réponse. Est-ce que vous êtes finalement, ce que je lis là, ce que j'entends un peu en filigrane, c'est que vous êtes dans une stratégie de victimisation, un peu comme à chaque élection présidentielle? Non, mais écoutez, moi je ne comprends pas bien le lien qui puisse être fait entre le nombre de parrains, le nombre de signatures de maires et le résultat aux élections présidentielles. Par exemple, Anne Hidalgo, vous l'avez dit, a beaucoup de parrains, mais visiblement dans les sondages, c'est pas la gloire en ce moment. On est à 3%, je crois, dans le sondage d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire le lien alors qu'elle a beaucoup de parrains. Donc il n'y a pas de lien, je ne comprends pas comment on peut faire ce lien. De l'autre côté, ce n'est pas une histoire de victimisation, c'est qu'on perd beaucoup de temps à chercher ce type de signature, à convaincre des maires de vous les donner, et que pendant ce temps-là, on ferait mieux de débattre les uns, argument contre argument, faire une campagne d'idées qui expose devant les Français les chemins qu'on propose pour notre pays. Et pas simplement courir le pays à chercher les précieux sésames, parce que la difficulté qui a été installée avec cet anonymat, eh bien, cette absence d'anonymat, eh bien, est une difficulté supplémentaire. Donc voilà, moi je crois que le temps, il doit être utile pour débattre devant les Français, et que je ne vois pas quels sont les obstacles aujourd'hui à essayer de faire évoluer la loi. Le corps électoral, il est en mouvement. Les sensibilités politiques de notre pays aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a un certain nombre d'années. Elles ne sont pas les mêmes d'ailleurs non plus à chaque élection. On peut avoir beaucoup plus d'élus locaux, et on le voit dans notre pays, issus de, entre guillemets, vieux partis politiques. Et ces vieux partis politiques ne récoltent pas forcément l'adhésion des Français lorsqu'ils sont candidats aux élections présidentielles. Or, avec ce raisonnement, eh bien, on n'aurait plus qu'effectivement, ad vitam aeternam, les Républicains et le Parti socialiste en duel, parce que ce sont les partis qui ont le plus d'élus locaux. Et pourtant, ce sont ceux qui font, a priori, peut-être le moins de voix aux élections présidentielles. On l'a vu lors des dernières présidentielles, puisqu'aucun des deux n'était qualifié au second tour. Donc oui, il n'y a pas de lien. Ce qui est important, c'est d'oxygéner notre démocratie. C'est de permettre à chacun de s'exprimer. Quand j'entends Mme Hidalgo, c'est un peu mesquin, sincèrement. Enfin, je veux dire, on comprend bien qu'elle est pour que la loi évolue dans tous les domaine de la société, du sociétal, etc., dans tous les domaines, mais alors pas celui-ci, parce que ça peut lui poser problème, ou parce que la démocratie, pour elle, elle a une limite, c'est celle de candidats qui ne partagent pas ses options. Ben non, la démocratie, elle est faite pour vivre, être oxygénée, c'est ça une démocratie mature. Oui, mais c'est trop tard. Alors, c'est trop tard, ça apparaît. Je pense que ce discours, peut-être que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen auraient dû l'avoir il y a un an, et vraiment essayer de peser. Là, c'est trop tard. Ceux qui ont les clés pour que ça se passe bien, ce sont les grands partis. Si demain le PS et LR disent, voilà, tous les candidats au-dessus de 10% dans les enquêtes d'opinion, dans une majorité d'enquêtes d'opinion, on leur donne les signatures. Dans ce moment-là, on n'a plus de problème de signature pour cette élection. Ensuite, il faut que tous les candidats s'engagent à modifier la loi par derrière, parce que si on considère que... C'est donné beaucoup de fois au sondage, hein, on le rappelle, dans chaque débat, il y a un Français sur deux qui ne sait pas pour qui il va voter. Peut-être, mais bon, vous vous doutez bien qu'avec tout le respect que je dois à Jean Lassalle, que ses chances d'atteindre le second tour sont limitées. Il va peut-être m'en vouloir beaucoup, mais j'en ai le sentiment profond, si vous voulez. Et il a ses signatures. Vous avez, mais il a ses signatures facilement. Mais pour un Éric Zemmour, pour un Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on pense de leur programme, vous avez un courant qui est représentatif dans l'opinion. On peut juger que les idées sont mauvaises, qu'importe. On a un courant qui est représentatif. Il est normal qu'il puisse y avoir un bulletin Éric Zemmour, qu'il puisse y avoir un bulletin Jean-Luc Mélenchon. Ou alors, les partis qu'il représente ne sont pas du tout républicains, on les interdit. Mais si jamais on ne les interdit pas, il est normal qu'ils concourent. S'ils concourent, les grands partis s'honoreraient à dire, pour ces élections-là, on accepte on pousse nos élus à donner leur signature. Alors, et on s'engage, si jamais on est élu, ensuite à modifier cette loi pour ce que vous proposiez. Après, je donnerai la parole à Mathieu. Mais pourquoi ne le faites-vous pas ? En réponse à M. Chenu, Mme Hidalgo n'a aucunement dit qu'elle n'était pas prête à voir la loi évoluer. Elle dit la loi actuelle, c'est celle-là. Et donc, on l'applique, point barre. Bon. Donc, et chacun va et la chercher. Réponse à Benjamin Morel. Et je ne doute pas que M. Chenu continuera à faire sa tournée comme il le fait habituellement dans le Nord. Et je le connais, pour aller chercher les signatures. Donc je ne sais pas si c'est une période de victimisation pour l'extrême droite française, mais voilà, moi je souhaite que Mme Le Pen puisse se compter en respectant le droit. Je voudrais bien que vous répondiez à Benjamin Morel. Est-ce que finalement les grands partis ne s'honoreraient pas à faire ce geste aujourd'hui, à l'instant T ? Vous avez écouté Éric Kerrouche, on a porté un amendement il y a maintenant 1 an et demi pour faire bouger la loi. Il ne nous a pas échappé qu'il n'était pas majoritaire au Sénat. Ça reviendra peut-être un jour, mais pas immédiatement.
complètement, si j'ai bien compris. Oui. Donc, oui, moi, je suis favorable à ce que la loi évolue. Je suis, non pas en divergence avec mon ami Jean-Jacques Urvoas, mais c'est vrai qu'il, lui, est plutôt sur une logique de « mais 500, c'est passé, il faut aller un peu plus loin ». Moi, je crois qu'aujourd'hui, les citoyens, si on veut les intéresser à une élection, doivent pouvoir participer, y compris en amont de cette élection, par des signatures dûment avalisées. Et je crois que ce serait le bon sens aujourd'hui. Anne-Charlène Bézières, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de culpabilisation des maires aussi. C'est un discours qu'on entend, une sorte de pression qui pèse notamment, d'ailleurs, beaucoup sur les maires sans étiquette. On peut dire que même si on part de 47 000, le spectre, il se réduit petit à petit. Sachant que c'est assez alarmant, parce que précisément, on a dit les grands partis de gouvernement, la droite et la gauche, devraient avoir des signatures sans aucun problème, mais pourtant, ils ne représentent plus beaucoup de choses dans le poids local, par exemple. Alors, ils ont encore, évidemment, des élus locaux, mais il y a, en effet, une poussée vers la diversification des partis que les maires eux-mêmes représentent, finalement. Les conseils municipaux sont aussi eux-mêmes très diversifiés, donc c'est bien triste d'entendre que des maires qui viennent de différents bords politiques ne savent pas finalement ouvrir à la pluralité leur signature. Néanmoins, la question des pressions, comme on l'a dit, elle est difficile à prouver, mais elle est insidieuse par un autre problème qu'il faudra régler également dans ce quinquennat, qui est à mon avis la réduction drastique des financements des collectivités territoriales. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra poser à tête reposée. Et je crois qu'en fait, le vrai problème qu'on rencontre, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de ces 500 parrainages depuis 1962 ? C'est parce qu'en réalité, on nous dit 15 jours avant l'élection qu'il faut les changer, mais évidemment, ça n'est pas le moment. Le Conseil constitutionnel l'a même fait savoir, on ne change pas la règle du jeu à 2 semaines du jeu. Ça n'est pas possible, ça n'est pas constitutionnel. Mais en plus de cela, pourquoi est-ce que lorsque les majorités sont installées et que, justement, il y a aussi une petite pointe que j'aimerais lancer, on dit souvent que c'est les partis anti-système qui critiquent ces parrainages. Mais est-ce que si eux étaient au gouvernement, ils modifieraient cette loi? Ils le font savoir à l'heure actuelle. Mais qu'en serait-il s'ils étaient au pouvoir? On peut savoir par exemple que François Mitterrand était le premier à critiquer la présidence, l'hyper-présidence du général de Gaulle, et qu'il a finalement bien utilisé les habits d'hyper-président quand il a été président. Donc attention à cela, on ne peut pas changer la règle 2 semaines avant, et je crois que l'utilité de la critiquer, c'est de la faire changer quand on est au pouvoir. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question, c'est quel sera le bon moment pour réfléchir à cette loi présidentielle et même aux modalités du vote, on en a parlé. Je pense que c'est bien avant les scrutins qu'il faudra poser sur la table cette question de la démocratie et des articles 3 et 4 de notre Constitution. Comment faire? C'est forcément en début de quinquennat. Le problème, c'est qu'en début de quinquennat, toutes les majorités vous disent on ne va pas commencer par faire des grandes lois sur notre petite cuisine interne et notre cuisine électorale qui ne paraît pas parler aux Français. Ça n'est pas de la cuisine interne, c'est quand même de la cuisine. J'entends bien. C'est vécu comme ça. C'est ça. Juste une chose sur les pressions que subissent les élus qui auraient donné des mauvais parrainages, entre guillemets, qu'ils se lèvent, qu'ils le disent. Je m'étonne qu'on sorte tout le temps cet argument et que je ne vois pas d'élus en France qui lèvent le doigt en disant voilà, j'ai été puni. Parce qu'ils subissent des pressions. Oui, on est quand même dans un monde où des pressions politiques, on en connaît, et y compris dans les partis exercés. Les pressions, elles ne sont pas individuelles, elles sont sur vos administrés si vos projets ne sont pas financés. Ça se saurait que quelqu'un se lève et dise j'ai été puni, qu'un perdant dise j'ai été perdu. Mais pourquoi? Donnez-moi un nom. Attention, on va terminer là-dessus. Que des maires, il faut rappeler que ce sont des élus, et que ça n'est évidemment pas que des maires. Il y en a donc qui sont concernés. 47 000 concernés. Merci à tous d'avoir participé à ce débat ici sur ce plateau et en duplex. Évidemment, je vous dis à demain et je vous